enceinte. Donc la Bible a parlé déjà de cette situation de ruine. Et moi je pense qu'il est important pour les élites spirituelles d'être en mesure de thématiser cette donnée. Pourquoi? Vous verrez que j'allais citer une citation. Un jour on a demandé à Hitler: comment vois-tu l'avenir du monde? Dans un débat pareil. Il a répondu: je vois dans l'île d'Elbe deux grandes puissances du monde, mais qui sont encore dans le berceau. Il s'agit de la Russie et de la Chine. Alors il ajouta, il dit: ne le réveillez pas, de peur qu'il ne bouleverse les mondes. Donc derrière l'Ukraine, il y a tout le pays de l'OTAN. Je dirais même plus, il y a le deuxième bloc qu'on appelle le bloc des Occidentaux. Et ces Occidentaux sont composés des Américains et de toute la communauté de l'Union européenne. Conséquences, par exemple avec les banques. Je le dis, je crois que les amis qui sont en Europe, ils constatent de moins en moins que les banques disparaissent dans chaque avenue, dans chaque arrondissement. Les banques sont en train de craindre, à la ligne où vont les choses, le panne électrique en plein hiver. Tu sais, quand il y a panne électrique en plein hiver, mais ça va complètement déranger les transactions monétaires pour toute l'Union européenne. D'ailleurs, c'est une information, on peut le vérifier, les gens qui le suivent peuvent le dire mieux que moi. Plusieurs boulangeries ont fermé. En Europe. En Europe. En Europe, Grande-Bretagne, n'en parlons pas. Allemagne, n'en parlons pas. La France, il ne faut même pas parler de ça. La Belgique, il ne faut même pas. Plusieurs boulangeries ont fermé dû au fait que parmi les pays le plus grand producteur de blé, il y a la Russie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Conflit russo-ukrainien et ses conséquences à travers le monde
et en Afrique particulièrement, mais aussi et surtout en République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro d'Entre les lignes. Nous recevons pour la deuxième fois un homme de Dieu, un prophète qui a un regard particulier sur cette question. Il va nous faire des révélations par rapport à ses propres recherches et aussi des révélations spirituelles sur cette question. Nous recevons, mesdames et messieurs, j'ai cité une personne qu'on ne présente plus sur notre plateau, un habitué de Congo Buzz Télévision, le prophète Roger Baka. Merci une nouvelle fois de nous faire cet honneur. Non, c'est moi qui vous remercie, mon frère Dan. Je remercie mon très cher bien-aimé, Christian Bonsembe, oui, le DG, pour le grand travail qu'il fait. Je remercie l'équipe technique. Il est pratiquement 19h. Ils sont toujours à pied d'œuvre. Je salue tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Puissiez-vous humblement trouver de l'édification dans ce que nous allons dire, car d'après mon avis, voulais-je dire, le problème de la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'inscrit amplement dans le problème à caractère apocalyptique qui précède les événements du temps de la fin. Voilà pourquoi j'ai choisi de venir en parler. Merci beaucoup, prophète. Mais vous n'êtes plus à présenter, vous n'êtes pas simplement un homme spirituel, vous êtes aussi une personne très cultivée, un scientifique aguerri. Il faut qu'on vous comprenne sous toutes ces casquettes. Bon, j'aime bien parce que ça nous permet de pouvoir faire le tour d'horizon, de l'analyse générale, parce que la Bible, c'est la science des sciences. Donc, c'est la science qui parle de tout. Et donc, nous allons essayer, avec la grâce de Dieu, d'être à la hauteur. Et nous prions ceux qui nous suivent d'avoir cette capacité et cette facilité de nous aider s'il arrivait qu'à un certain point, on n'était pas à mesure d'analyser exactement quelle est la réalité scientifique. Mais dis-moi, nous croyons que la situation mondiale entre 2022 et 2023 tourne autour du gaz face à la problématique de l'Union européenne. Et j'appuie cela aussi par une référence biblique de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Je vais paraphraser. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine subite s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Donc, la Bible a parlé déjà de cette situation de ruine. Et moi, je pense qu'il est important pour les élites spirituelles d'être en mesure de thématiser cette donnée pour permettre aux Congolais, surtout aux dirigeants d'aujourd'hui, j'insiste, et à ceux qui veulent diriger demain, de préciser et de canaliser la pensée de leur action. Alors, comment comprenez-vous cette guerre? Vous avez parlé des révélations déjà bibliques. Cette guerre avait été déjà écrite dans la Bible. Ce sont des choses qui étaient déjà prophétisées à l'avance. Comment on peut comprendre ça aujourd'hui, cette crise russo-ukrainienne qui a des conséquences au niveau mondial? La crise russo-ukrainienne est une crise qui a pour soubassement les combats de mutation de puissance. Nous sommes en train de vivre une période où il y aura mutation de puissance. Il y a un changement qui s'opère autour des grandes puissances du monde. Je te dis, autour de la tribune des Nations Unies, tour à tour, Bush a parlé père, le fils, Clinton a parlé, tous, vous pouvez le vérifier, dans leur discours, ils parlent toujours de la paix et de la sûreté mondiale. Donc, nous sommes en train d'assister à une période prophétique. Et je voudrais que les gens comprennent que les problèmes de la Russie et de l'Ukraine cachent aujourd'hui la bipolarité de la gestion du monde. Lorsque vous parlez de la guerre de la Russie, vous sous-entendez pour la Russie, bien évidemment, les blocs de BRICS, qui aujourd'hui gèrent le monde et qui est composé de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, et il ne faut pas oublier, de 15 pays qui sont en Asie, les Arabes du côté sud-est. Wow. C'est une puissance qui représente aujourd'hui 41% des produits intérieurs bruts mondiaux. Ces blocs-là. Et donc, ils veulent réclamer aujourd'hui la reconnaissance de leur existence, non pas en tant que puissance régionale, mais en tant que puissance mondiale. Maintenant, quand tu vas du côté de l'Ukraine, la volonté
de l'Organisation de l'Atlantique du Nord, Autant. l'OTAN, voudrait intégrer l'Ukraine dans l'OTAN pour la simple raison que la Russie représente un danger. Je me rappelle, un jour, on a posé la question. Un danger pour l'Europe et les États-Unis. Oui, pour la survie des puissances mondiales préexistantes. Ça représente un danger imminent. Voilà pourquoi, vous verrez que, j'allais citer une citation. Un jour, on a demandé à Hitler, comment vois-tu l'avenir du monde dans un débat pareil? Il a répondu, je vois dans l'île d'Elbe deux grandes puissances du monde, mais qui sont encore dans le berceau. Il s'agit de la Russie et de la Chine. Alors il ajouta, il dit, ne le réveillez pas, de peur qu'il ne bouleverse les mondes. Donc derrière l'Ukraine, il y a tous les pays de l'OTAN. Je dirais même plus, il y a le deuxième bloc, qu'on appelle le bloc des Occidentaux. Et ces Occidentaux sont composés des Américains et de toute la communauté de l'Union européenne. Et donc, face à cette guerre, je suis en train de constater que le comportement de la Russie risque de bouleverser, comme tu viens de le dire, la situation générale de l'Union européenne et peut avoir des conséquences sur les colonies africaines. Et déjà, je pense qu'elle a déjà des conséquences, cette guerre. Je vais d'abord citer le premier élément. Là, vous êtes déjà dans les conséquences. Non, j'entre déjà dans l'analyse de la guerre. D'accord. D'abord l'analyse. Parce que la guerre de la Russie avec l'Ukraine trouve un soubassement. Dans cette lutte de positionnement par rapport aux puissances mondiales, il faut retenir que la Russie commence à utiliser ce qu'il détient comme force pour diminuer la force de l'Europe. Premièrement, la Russie, c'est le seul pays qui fournissait plus ou moins 40% des besoins en gaz de l'Union européenne. Alors, ça ne fait même pas une semaine, la Russie vient de fermer le pipeline. Le pipeline sont des tuyaux qui se trouvent sous les océans, sous les mers, mais qui conduisent le gaz et le pétrole dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, avec la fermeture des valves de Nord Stream, pour la première fois, l'Europe, sur ce qui concerne sa monnaie euro, il vient de perdre sa valeur pour la première fois après 20 ans. L'euro est tombé à moins de 0,99. Le dollar. Imagine. Maintenant, le danger, c'est quoi? Avec la fermeture des pipelines, il se retrouve que nous tendons tout droitement là vers l'hiver. Voilà le vrai problème maintenant. Quand on arrive à la période où nous tendons vers l'hiver, vous allez constater que le climat sera de plus en plus froid. Ça sera encore plus difficile à gérer par les Européens parce qu'ils auront besoin du gaz pour se réchauffer. Ce qui explique que des millions de foyers vont augmenter leur demande pour pouvoir réchauffer leur maison. D'où l'augmentation de la demande, alors qu'actuellement ça ne va déjà pas. Parce qu'en Allemagne, en République tchèque, en France, je pense que tous ces pays ont fait des marches dans les 4 jours qui précèdent cette émission. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Donc, il y a eu déjà des réclamations parce que ça ne va pas. Déjà, par exemple, en France, sur le 3/4 des compagnies énergétiques qui vendent les essences, 3/4 n'ont pas fonctionné, ils sont en grève. Imagine maintenant, avec l'hiver. Donc, la demande va augmenter sensiblement, ce qui implique une autre augmentation du prix. Quel est le danger? Comme Moscou a décidé de fermer ses pipelines, l'Europe, pour répliquer à la décision de la Russie, va maintenant chercher à plafonner les prix des pétroles non raffinés à l'échelle internationale. Il donne maintenant un plafond. Alors, avec ça, la Russie se sentant encore menacée, il va encore une fois de plus, avec la situation, parce que le peu de réserves énergétiques proviendrait de l'Ukraine.
Or, on vient de bombarder, après le bombardement des ponts de la Russie, on vient de bombarder le secteur énergétique sensible de l'Ukraine, ce qui occasionnerait quoi? Premier point. Avec l'hiver, la pénurie existante, nous prenons le cas de l'Allemagne. L'Allemagne déjà risque de constater dans le jour à venir une hausse des prix sur le plan énergétique de plus ou moins de 1000%. C'est prévisible. Je continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les pays développés? Les pays développés ont tendance à donner des subventions. C'est différent avec le pays africain. Ils donnent des subventions pour pouvoir alléger les coûts de ces problèmes au niveau de leurs citoyens. Mais demande-toi, l'Allemagne, pour pouvoir gérer les problèmes que la Russie vient de poser, a besoin de plus ou moins 1,5 trillion de dollars. Je répète, pour que l'Allemagne puisse s'en sortir et investir pour soutenir son pays, il a besoin de 1,5 trillion de dollars. Ça, comment est-ce qu'il peut avoir Ce qui correspond plus ou moins au produit intérieur brut de l'Espagne en 2021. Tu imagines? Maintenant, pour pouvoir subventionner, la condition est simple. Vous allez recourir à la planche à billets. Et vous allez créer sur le marché l'abondance de l'argent. Or, l'abondance de l'argent ne fera que dévaluer encore la valeur de votre devise. Ce qui fait que l'euro va encore perdre de plus en plus de sa valeur. Conséquence, il y aura dévaluation de la monnaie. Encore. Encore. Je ne dis pas à long terme, à court terme. Mais le plus grand danger, avec les coupures de l'électricité, les blockouts, parce qu'il n'y aura plus d'électricité, il faudrait trouver des mesures contraignantes, si pas des mesures graves, gravissimes, pour gérer le peu de ce qu'ils ont. Voici les conséquences. Par exemple, avec les banques. Je le dis, je crois que les amis qui sont en Europe, ils constatent de moins en moins que les banques disparaissent dans chaque avenue, dans chaque arrondissement. Pourquoi? Parce que les banques sont en train de craindre, à la ligne où vont les choses, le panne électrique en plein hiver. Tu sais, quand il y a panne électrique en plein hiver, mais ça va complètement déranger les transactions monétaires. Pour toute l'Union européenne. Qui dit dérangement des transactions monétaires, veut dire en d'autres termes aussi perturbation de fonctionnement des guichets automatiques. Donc, pas d'utilisation des cartes. Vous imaginez les dangers. Et qu'il y aura conséquence aussi perte d'emploi de beaucoup d'Européens. Non seulement perte d'emploi, c'est que les gens seront dépourvus d'argent en main. Puisque quand les guichets automatiques ne fonctionnent pas, comment allez-vous retirer de l'argent? Une question, prophète. Ça, ouais. C'est une prophétie ou ce sont des prévisions économiques? Ce sont des prévisions économiques. Moi, je l'analyse dans l'angle spirituel. Mais j'essaie de donner une interprétation physique. Et c'est réel, ça va arriver. Ça, c'est pour les banques. Tu sais qu'il y a aussi des fonderies d'acier. Le système le plus important avec les fonderies d'acier, c'est que les fonderies nécessitent une grande température élevée pour maintenir le matériau à chaud. Bon, dis-moi, si aujourd'hui, comme plusieurs secteurs industriels, vous n'avez pas l'électricité, comment allez-vous garder les fonderies à une température élevée? C'est très compliqué. Troisième fait, le secteur alimentaire, aujourd'hui, tu le sais et les amis le vivent, nous avons prophétisé pendant 3-4 émissions, il y a 6 à 7 mois, je parlais qu'il reverrait une crise alimentaire grave en Europe. Pour ceux qui veulent le vérifier, ils peuvent suivre l'émission Comment décoder. Vous avez un extrait de cette émission? Oui, bien sûr, je vais vous l'envoyer. C'est sur Comment décoder sur YouTube, sur une nouvelle tendance. Je disais ceci, la crise alimentaire allait frapper de plein pied l'Europe. Il y aura pénurie alimentaire pour la simple raison que quand vous parlez du secteur alimentaire, vous devez savoir que le secteur alimentaire a pour contrainte le maîtrise de la chaîne de froid. Parce que sans la chaîne de froid, il y aura péremption des produits. Les produits seront périmés. Voilà pourquoi les dangers nous guettent avec une très grande crise alimentaire mondiale. D'ailleurs, vous le constaterez, qui aura d'ailleurs pour conséquence, l'Europe risque de connaître son effondrement. Parce que l'Europe va connaître son effondrement. Vous parlez de l'Union européenne. Parce qu'il y a l'Europe et l'Union européenne. Mon frère, j'ai commencé à parler de l'Europe et je parle maintenant de l'Union européenne. Et je te dis que l'Union européenne,
Et l'Europe, avec cette situation, d'ailleurs d'après le sondage de Bloomberg, que je pense c'est une société de sondage, il dit que la situation des gaz énergétiques et des problèmes de pétrole peut aller jusqu'en 2025. Mais moi je pense personnellement qu'aujourd'hui, par exemple, prends les pays comme les Néerlandais. Tu sais que les Néerlandais sont le deuxième pays producteur de produits agricoles après les États-Unis. Mais ils ont connu des ratés de production déjà pendant l'été à cause des problèmes d'électricité et de gaz. Alors posons-nous la question, une seule question. Il y a des pays qui vivent seulement de l'importation des produits néerlandais. Il y en a 3. Il y a la Belgique, il y a la France et il y a aussi l'Allemagne. Alors pose-toi la question, avec des ratés de production, quelle sera la situation de ces 3 pays dans les jours à venir? Donc, moi je pense que les Européens ceux qui vivent en Europe, devaient commencer à prendre des précautions déjà, parce que d'ici 2023 février, cette situation va devenir grave pour une simple raison. Que dans la guerre avec la Russie, l'Europe va vouloir accentuer les sanctions. Et j'ai appris dans ma lecture de ce matin que Macron a déclaré la guerre. À la Russie. Oui, il a dit effectivement, ils vont subventionner en bombes nucléaires l'Ukraine. Ce qui sera perçu de très mauvais œil. Par la Russie. Alors, conséquence. Je voudrais bien que nous allions maintenant côté les conséquences côté Afrique. Comment va se comporter l'Europe pour, comment dire, combler ce vide-là en manque de gaz et d'énergie? Vous savez, l'Europe a connu, rien qu'en 2023, une inflation de 9,8%. C'est très grave en économie. Alors qu'en 2021, il n'avait connu qu'une inflation de 2%. Alors, il faudrait maintenant, en réponse à la question que tu viens de me poser, les banques vont utiliser une technique, généralement, que je pense que les plus intellectuels que moi, dans le secteur bancaire, peuvent nous aider dans les commentaires. Les banques vont essayer d'augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi ils vont augmenter les taux d'intérêt? Pour justement limiter la circulation de l'argent dans le marché. Parce que quand vous empêchez la circulation de l'argent dans le marché, ça va diminuer la demande et par conséquent, ça diminue aussi l'augmentation du prix. Mais cette décision a un prix très grave. Ça provoque des ralentissements économiques parce que l'argent va devenir techniquement cher. Or, vous savez, lorsque l'argent devient techniquement cher, il y a impossibilité d'avoir des prêts au niveau des banques pour que le citoyen puisse financer, par exemple, l'achat de leur maison, l'achat des voitures. Et à ces moments-là, comme les citoyens n'auront plus d'argent, l'État risque de procéder aux confiscations des crédits immobiliers. Donc, certains citoyens, par manque de payer le prêt qu'ils ont eu sur les maisons qu'ils ont obtenues à crédit, risquent de se retrouver en dehors des maisons. Pourquoi? Parce que l'argent ne circule pas. Et pourtant, c'est une décision bancaire. Ça, c'est une des décisions. Mais moi, je pense que ce qui est plus dangereux, c'est qu'il y aura moins des économies au niveau des Européens, entre les mains des Européens. Bon, moi, je ne sais pas, parce que le problème de la pénurie de gaz, si ce n'est pas résolu, que tous les Européens s'attendent dans les jours à venir qu'ils n'auront pas de l'argent en main. Ce qui va impliquer un danger parce que la pauvreté va s'augmenter, l'inflation atteindra son hyperinflation, les compagnies vont de plus en plus gréver, l'État qui veut aujourd'hui utiliser la politique d'un seul gouvernement mondial va en profiter à cause de cet état des choses pour de plus discipliner les citoyens parce que il ne faut pas oublier qu'il y a une politique que les hellénistes, les occidentaux projettent, c'est un seul gouvernement mondial. Donc c'est sur ce point, à cause de cette souffrance, les citoyens n'auront pas d'autre choix que d'accepter les dictats, les impositions. Parce qu'avec le Covid déjà, on a essayé de créer une certaine réglementation en termes de santé. Ils ont réussi. Le pass vaccinal va bientôt être accepté. Et d'ailleurs, il n'y aura plus d'identité passeport. Les gens vont voyager sur base des documents que l'Europe va utiliser maintenant par rapport aux réglementations de la santé. Mais après avoir réglementé la santé, ils veulent profiter de cette occasion pour réglementer le secteur énergétique. Donc je pense que c'est difficile. Mais tout à fait. Mais déjà, en Afrique,
Comment l'Afrique va-t-elle vivre cette période? Déjà qu'on a vu, on a parlé de manque d'approvisionnement de matières premières, de céréales. On a vu le président de l'Union africaine, Macky Sall, qui s'est rendu en Russie, voir le président russe pour qu'il puisse libérer les céréales qui sont bloquées en Ukraine afin que l'Afrique puisse suivre. Quelles peuvent être les conséquences au niveau de l'Afrique particulièrement et de la RDC, notre pays? Les conséquences sont réelles. C'est ici que je pense que les gens doivent prêter attention. Puisque l'Europe a la pénurie de blé. D'ailleurs, c'est une information, on peut le vérifier, les gens qui le suivent peuvent le dire mieux que moi. Plusieurs boulangeries ont fermé. En Europe? En Europe. En Europe, Grande-Bretagne, n'en parlons pas. Allemagne, n'en parlons pas. La France, il ne faut même pas parler de ça. La Belgique, il ne faut même pas. Plusieurs boulangeries ont fermé dû au fait que parmi les pays le plus grand producteur de blé, il y a la Russie. Donc, maintenant en Afrique, je me reviens signaler que la survie de l'Europe, l'avenir de l'Europe, dépend de l'Afrique. Dépend des colonies africaines qu'ils ont colonisées. Expliquez-vous. Alors, si hier, ils ont exigé à l'Afrique, à la zone, toute la zone CFA, de vivre en alimentant économiquement l'Europe, s'ils ont demandé à la partie de la communauté des États, l'Afrique de l'Ouest, la communauté économique et de développement des États de l'Afrique de l'Ouest, s'il avait exigé, il en demandera plus. Alors, plus sous cet angle, le pays qui détient une certaine de potentiel, de ressources graves sur le plan économique qui peuvent faire vivre l'Europe, deviendront de plus en plus de pays ciblés pour créer l'instabilité. Je pense à l'Angola, je pense au Nigeria, je pense au Mali, je pense à la Libye, je pense à la République centrafricaine et je pense particulièrement à la Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'intéresse le plus, je pense à la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui est déjà frappée de plein fouet avec la guerre déjà de l'Est qui date depuis plus de 20 ans. Cette guerre est une guerre, certains disent c'est une guerre d'imposition, une guerre des Occidentaux qui passe par les Rwandais pour s'accaparer des matières premières. La guerre en République démocratique du Congo, c'est une guerre, je pense qui n'a d'origine que la bipolarité de la gestion du monde. Parce que Congo regorge. La République démocratique du Congo, personnellement, subit cette bipolarité de la gestion mondiale. C'est en République démocratique du Congo que vous avez les intérêts des Occidentaux et vous avez aussi les intérêts du BRICS. Voilà le vrai problème de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que premièrement, à cause de son diamant, à cause de son coltan, à cause du cuivre, à cause de son pétrole, à cause de ses énergies. N'oubliez pas, l'hydroélectricité, malheureusement, c'est le moment où nous devons attirer l'attention de l'homme politique congolais qui dirige maintenant et aussi de ceux qui veulent nous diriger demain. Certains disent que si nous sommes, aujourd'hui ça fait 120 jours, 4 mois pratiquement que le territoire de Bunagana est sous pavillon du M23 du Rwandais, c'est l'incapacité du gouvernement congolais, l'incapacité du chef de l'État qui n'arrive pas à former l'armée pour mettre hors d'état de nuire ces rebelles. Bon, je respecte le point de vue de ceux qui disent que c'est l'incapacité du gouvernement d'après leur analyse. Mais moi, je ne partage pas ces points de vue. Expliquez-vous. Oui, parce que je vais essayer de présenter un peu la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a 80 millions d'habitants, ce qui correspond à la taille de l'Union européenne dont je viens de parler. Rien que la République démocratique. 90% de la population congolaise vivent dans la pauvreté il y a plus de 25 ans. 90%? Ouais. Plus de 25 ans, je dis. Nous avons 80 millions de terres arables. J'ajoute 40 millions de terres non exploitées. Mais le Congo représente, il est classé 2e pays à l'échelle de la planète. 2e en termes de potentiel agricole après le Brésil.
Donc, avec la RDC, il y a possibilité de nourrir la moitié de la population mondiale. Je pèse mes mots. Je vais plus loin. Pourquoi 90% vivent dans la pauvreté depuis 25 ans? Il n'y avait pas encore, je pense que même Kabila, fils, l'a trouvé, cet état de pauvreté. Sans les appuyer dans leur gestion, je dis seulement ce que je sais comme indice. Depuis longtemps, avec le Mobutu, il y a un manque de moyens pour que nous puissions prendre en charge la population par la volonté des dirigeants de l'époque. 2. Nous n'avons pas utilisé correctement la technique qui nous a été laissée depuis la zarénisation, le manque d'irrigation. Ce n'est pas le régime de Kabila, ni de fils, ni de Fachi Béton. Je parle de l'époque de Mobutu. Depuis 1970. Je continue. Non seulement cela, il y a manque d'équipement qui crée une production faible depuis l'époque. J'ajoute, le manque de financement dit à la volonté des communautés de puissance pour éviter qu'il y ait des banques agricoles. Parce qu'avec les potentiels agricoles, deuxième au monde, si vous donnez des banques qui peuvent aujourd'hui donner des financements agricoles, la République démocratique du Congo sera classée dans les 10 ans pays puissance régionale. Je parle de 1970 jusqu'à aujourd'hui. Mais quand les amis nous disent que c'est une situation proprement dite de Bunagana, je vais essayer d'aller là. Mon frère, nous avons des causes endogènes liées par exemple... Donc vous voulez dire que ce n'est pas... Non, ce n'est pas le chef de l'État qui... C'est méchant. Ça relève de la mauvaise volonté. Il a une responsabilité en tant que chef de l'État parce qu'il gère le passif et l'actif de la République démocratique du Congo. En prenant le pouvoir, il a assumé le passif et l'actif de la République démocratique du Congo. Mais moi, je suis un prédicateur. Je ne soutiens ni l'Union sacrée, ni le FCC. Je suis de la race de ce qu'on appelle les arbitres des nations qui doivent sortir de Ésaïe 2 parce que Ésaïe 2 donne une promesse. Il dit, il y aura un moment donné, dans chaque nation, Dieu va susciter les arbitres des nations. C'est une expression qui est biblique. C'est-à-dire, ces gens-là sortiront de la maison de la montagne et de l'éternel. C'est vrai, les gens ne peuvent pas s'y porter. Certains peuvent commenter pour dire, c'est un tshisekidiste. D'autres diront, maintenant, il est en train de justifier Kabila. Non, je vous salue, je respecte vos points de vue. Mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse pour qu'on ne tombe pas dans la mauvaise voie. Parce que, vous savez que le coltan, il y a au moins 70% de la réserve mondiale, ça se trouve pratiquement à l'est. Là où vous parlez de Bunagana là. Et vous savez que la transition énergétique exige de plus en plus de matières premières, parmi lesquelles les coltans. Et les coltans se trouvent à l'est exactement, plus ou moins 70% des réserves, j'ai dit bien de la réserve mondiale, se trouve à l'est. La partie Bunagana, Rutshuru, Goma, c'est la partie qui regorge l'investissement le plus grand du tourisme au Congo. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a des gorilles des montagnes. Je ne termine pas. La partie là de l'Est, en descendant jusqu'à Kipushi, il y a une ceinture de cuivre, généralement appelée le Copper Belt. Bon, maintenant vous voyez avec tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'Europe qui est en manque de survie, en danger de mort. Ça veut dire quoi cette guerre de Bunagana? Je vais profiter de cette occasion pour dire à mes amis congolais, aux chrétiens, qu'il est temps que nous puissions réveiller une élite spirituelle qui puisse être à mesure de dire la vérité, que l'opposition ne dira pas. Que même ceux qui nous gouvernent ne diront jamais, de peur d'être lynchés par l'opposition, et pourtant c'est la vérité. Le peuple a besoin de connaître la vérité. Quelle est cette vérité que ni l'opposition, ni les dirigeants ne pourront pas dire et que l'homme spirituel peut... Voici la vérité, mon frère. Oui. La création de la République démocratique du Congo date des événements de la conquête que nous appelons la conquête des communautés de puissance. Je rappelle encore aujourd'hui. L'Est de la République démocratique du Congo appartenait aux Anglais. Je dis, excusez-moi, aux Allemands. Parce que, avec Diego Cao, qui est venu découvrir l'embouchure, Stanley, Henri Dieu le veut,
en tout cas, il y a eu beaucoup d'explorateurs, mais qui sont venus pour le compte des grandes puissances. Je répète, les gens qui sont venus découvrir la République démocratique du Congo, ils ne l'ont pas fait en tant qu'État, comme vous le voyez, une nation entière, la République. Non, il y avait des partis qui se sont partagés. Je répète, l'Est appartenait aux Allemands, les Katanga aux Anglais, le Dekasai aux Portugais, le Poul Malebo, Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu et l'Équateur appartenaient particulièrement aux Français. Alors il fallait créer un État consensuel, je le dis à plusieurs reprises. Cet État consensuel a été créé avec la conférence de Berlin, un certain 28 février 1884-1885. Je voudrais vous lire des citations. Au final de la conférence de Berlin, le 26 février 1985, voici la déclaration. Le 26 février 1885, séance de clôture. Vous pouvez la voir chez vous sur YouTube, sur Google. Écrivez synopsis de la conférence de Berlin. Regardez les 2 dernières résolutions. Nous avons la présidence de Bismarck. Les chanceliers expriment ses regrets de n'avoir pas beaucoup participé au débat. Il prend acte de l'adhésion de l'Association internationale du Congo aux résolutions de la conférence. Il fait la synthèse des accords obtenus et exprimés, ses renseignements au nom de l'empereur. Séance et signature de 38 articles d'actes sur le Congo. 38 articles d'actes sur le Congo. Voici la lecture importante. Article 1er. Le commerce de toute nation jouira d'une complète liberté. Vous devez laisser les matières premières sortir de cet état consensuel en toute liberté. Mais là, c'était à l'époque où le Congo devait être colonisé, mais nous sommes indépendants. Je veux te dire que la création du Congo, quand tu parles de l'indépendance, ça m'étonne. Je vais lire ça et puis je te parle de l'indépendance théâtrale. Que les autorités politiques savent. Parce que nous avons 3 pouvoirs ici. Nous avons le pouvoir politique, le pouvoir administratif et le pouvoir ancestral. Ici au Congo, le pouvoir politique dépend des communautés de puissance. Les décisions, même de l'élection, même de l'installation du président de la République, c'est fait en consultation avec la communauté de puissance. Qu'on ne vous trompe pas. Bon, les élections que nous... Aucun opposant ne peut parvenir au pouvoir sans qu'il soit admis par la communauté de puissance. Je le répète, il faut que vous l'intériorisez. La population doit savoir ça. Donc, donc les élections que nous faisons, c'est pratiquement... comment dire? C'est une formalité. Pas du tout. Mais il y a une très grande différence entre voter et élire. Je ne me permettrai pas d'entrer dans les détails. D'accord. Mais seulement je voulais dire qu'aujourd'hui nous devons savoir que ce que nous appelons les impérialistes, ce sont des grandes puissances qui ont créé le Congo avec un acte juridique. Un acte juridique a été signé par plus ou moins 24 représentants de la communauté internationale. Ce que je dis, les autorités politiques le savent. Malheureusement, je prends l'exemple du président de la République, qui aujourd'hui se retrouve devant certaines situations qui sont des décisions antérieures qu'il a trouvées, qu'il doit, entre guillemets, voir s'il doit continuer ou s'il doit arrêter. Mais face à la pression de la communauté de puissance, il ne peut pas se permettre de venir à la télévision pour avouer certains faits, ce qui sera de la récupération politique au niveau des opposants, pour les manipuler contre lui, surtout qu'il attend avoir un second mandat. Même les opposants, ils savent que ce que je dis est la vérité. Ils ne le diront pas à la population, mais ils présenteront cela comme étant une faiblesse de l'administration actuelle. Alors que l'article 1er disait, dans tous les territoires constituant le bassin du Congo et de ses affluents, ce bassin est délimité par le crête de bassins contigus, à savoir notamment
le bassin de Niari, de l'Ogoué, du Chari et du Nil. Au nord, par la ligne de faite orientale des affluents du lac Tanganyika. À l'est, le crête de bassin des Zambèzes et de la Logé. Au sud, il embrasse les conséquences. Tous les territoires drainés par le Congo et ses affluents, y compris le lac Tanganyika et ses tributaires orientaux. Donc, si tu parles de Bunagana, je t'informe que l'acte juridique déclare la République démocratique du Congo comme étant une zone économique pour ressourcer la communauté de puissance occidentale en temps de difficultés comme aujourd'hui face à la guerre. Mais Bunagana a été pris sous ce régime. Avant, Bunagana a été sous pavillon congolais. Il n'y a que 4 mois que cela a été je vais te dire que depuis 1903 à 1908, 95%, je le dis bien, de tout ce qui produisait les ressources minières de la RDC allait chez les communautés de puissance, y compris ces Bunagana dont tu parles. 95%. Je te le dis. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, qu'il vienne. Il y a des compagnies minières. Je respecte l'opinion des autres. Telles que Tenke Fungurume, au Katanga. Mais ce sont des compagnies qui ont été vendues aux Occidentaux depuis 1903, qui ont des contrats, mais qui relèvent du passé. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas modifier aujourd'hui? Vous savez, le président passé, pour ne pas personnaliser les problèmes, le régime passé a connu de sérieux problèmes. Il s'est fait lâcher par la communauté internationale parce qu'il ne répondait pas positivement aux desiderata des Occidentaux qui ont milité, il faut le dire, pour le placement aussi du pouvoir en place du dernier régime. Joseph Kabila, dont vous citez je parle du régime Kabila. Du régime Kabila, pas pour ne pas personnaliser. Non, parce qu'il ne faut pas personnaliser les problèmes. Parce que je reviens à l'homme qu'on qualifie étant de mal pour le Congo. Il a certainement, pour moi, il a certainement des défauts. Hein, c'est ce qui caractérise derrière tout le régime. Mais il a aussi des côtés positifs qui, respectivement, je ne voudrais pas emboîter le pas à ceux qui les critiquent ou à ceux qui les louent. Moi, je pense qu'il a fait quelque chose de très important. C'est en cela que moi, je m'en tiens. Quelle chose, par exemple? Il a modifié le code minier. Les Occidentaux ont financé la Gécamine. Il ne faut jamais l'oublier. Cette Gécamine que vous voyez a été financée par les Occidentaux. Mais il est arrivé à un moment donné, à cause de tous ces investissements, ils n'ont pas trouvé gain de cause. Alors, ils ont lâché le pouvoir passé pour ne pas le maintenir au pouvoir. Ils ont tout fait pour renverser le régime passé. Par des coups d'État, par des tentatives d'assassinat, par tout. Ils ont tout fait. Je vous l'ai dit. Peut-être que les autorités politiques n'auront pas le pouvoir de vous le dire. À cause de la révision des codes miniers. Nous étions en train de donner à l'Europe, à la communauté européenne, 95%. Alors, le président passé ou le régime passé, pour ne pas personnaliser le débat, j'insiste, ne me dites pas que je dis qu'il est très bon. Je parle de ce qui s'est fait. À mon humble avis, je me limite là. La communauté de puissance prenait 95. Mais le régime passé a révisé le code minier à 49%. 49% pour les Occidentaux. 51%. Pour nous. 49%. Oui, hormis les taxes et les impôts. Tout investissement étranger devait à la République démocratique du Congo 49% de ce qu'il gagnait. Cela n'a pas enchanté la communauté occidentale, d'où le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Jusqu'à l'époque de Tshisekedi, les problèmes continuent à subsister. Pourquoi? Parce que la communauté de puissance qui ont investi en argent pour l'étude des jugements, connaître la teneur des jugements, les sites qu'ils ont gardés en réserve, voilà le vrai problème. Parce qu'il y a des réserves qu'ils ont conservées pour eux, les Occidentaux. Maintenant, ils estiment que vous voulez les exploiter pour votre propre développement. Et ce qui est dangereux, vous êtes en train de tendre la main à la Russie. Notamment les blocs pétroliers, par exemple. Les 6 blocs pétroliers, vous ne devez pas l'exploiter. D'après la communauté occidentale, ce sont des réserves des Occidentaux. Maintenant, puisque nous sommes un pays qui estime qu'il a reçu l'indépendance théâtrale par un document que vous allez certainement retrouver ici. Il est là, oui, ce document. Un document où il y a une déclaration conjointe de la Belgique
de donner la liberté ou l'indépendance à la République démocratique du Congo. Mais quel théâtre! Vous savez que la Belgique n'a jamais colonisé la République démocratique du Congo et la Belgique n'a colonisé aucun État en Afrique. La Belgique a été choisie comme pays de tutelle pour gérer en 1985, après la conférence de Berlin. On a confié la gestion de l'État indépendant du Congo à l'empereur, plutôt, au roi belge. Tout simplement, je le dis, pour des raisons de sentiments, parce que la fille du roi d'Angleterre avait pris pour époux le roi de la Belgique. Mais ça n'a pas traîné. En peu de temps, on a découvert la mégestion grave du roi de la Belgique. On l'a confisqué la gestion de la République démocratique pour le confier à l'administration belge. Je dis encore, parce qu'à cette époque, l'administration belge est réputée la meilleure. Mais alors, avec l'acte juridique, je pose la question. Est-ce que la Belgique, qui n'a qu'un gestionnaire des tutelles, peut-il accorder l'indépendance à un État dont il n'est pas copropriétaire? Je pose la question, vous dites-moi. Est-ce que l'acte juridique est en dessous d'un petit papier signé ou l'acte juridique est au-dessus de ces papiers? Et donc, ces papiers que tu vois, c'est des théâtres. On n'a jamais accordé l'indépendance à la République démocratique du Congo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les décisions politiques qui gouvernent la République démocratique du Congo viennent d'ailleurs. Et les Kinois doivent le savoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je profite de cette occasion pour essayer de dire aux gens... C'est-à-dire que les dirigeants qui sont là, ce sont les dirigeants qui, en réalité, n'ont pas réellement le pouvoir. Ben oui, parce que nous sommes confrontés à une réalité selon laquelle les Occidentaux, pour avoir financé la GECAMINE, parce que toute notre économie est basée sur l'exploitation du sous-sol, au détriment du sol. Il faut savoir que les investissements qu'ils ont faits pour le développement économique de leur propre pays sont aujourd'hui dans le regret parce que le partenariat avec la Russie, le partenariat surtout avec la Chine qui a investi plus de 50 milliards de dollars pour les sociétés minières congolaises et qui les exploitent maintenant. Bon, avec le partenariat qui est, il faut dire que c'est un partenariat aussi flou, l'Occident, de manière scientifique, regrette le temps, l'énergie, le moyen qu'ils ont donné. Par conséquent, la Chine, qui aujourd'hui est en train de prendre une grande part en Afrique, et surtout en République démocratique du Congo, nous tendons vers 2023, ça commence à créer des difficultés parce que nous passons déjà dans le 5e année du mandat de plusieurs présidents en Afrique, d'où bientôt les élections. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pour nous imposer de revenir à la table des négociations, ils vont susciter des guerres. Ces tensions de guerre ont pour objectif tout simplement de pousser les nations africaines, par exemple la République démocratique du Congo, de revenir à la table de négociation pour voir si on peut revoir encore les codes miniers pour les intérêts des Occidentaux. En même temps, si on ne obéit pas, on ne répond pas à cela, ils ont une technique qui est très bizarre que j'ai retenue. Ils ont tendance à déstabiliser les gouvernements de votre pays. Ils vont chercher à passer par des religions de votre pays, des religions importées. Ils peuvent passer par la pluralité des partis politiques pour manipuler votre pays en vue de créer l'instabilité, sachant que l'instabilité va provoquer des crises peuvent provoquer des soulèvements, et les soulèvements peuvent provoquer des coups d'État. Mais malheureusement, à l'époque où nous sommes en train de parler, plusieurs États sont déjà sous le contrôle de la Russie. Plusieurs États tels que... Par exemple, la République centrafricaine, qui n'est pas loin de l'Équateur, représente un danger. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Je sais que le président Touadéra entretient des relations très particulières, je pense, bonnes sur le plan diplomatique, avec le président Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui est les dangers? À l'époque de Chebab, ces voyous qui ont attaqué la République centrafricaine, ils se sont retrouvés en Somalie à un moment donné avec plus de 500 armes sophistiquées qu'ils ont abandonnées parce qu'ils ont échoué. Alors, la République centrafricaine voulait récupérer ces armes-là pour créer une certaine stabilité par rapport au pouvoir de Touadéra. Mais il s'est posé un problème. La France a colonisé la République centrafricaine, s'y est opposée. Alors maintenant, la Russie a imposé son droit de veto. Il a dit qu'il était mieux placé pour traiter ces problèmes. C'est comme ça que la République centrafricaine va aller traiter ces problèmes avec la Russie, qui, au-delà des problèmes posés, va lourdement équiper la République centrafricaine. Voilà les bascules. C'est là où maintenant que le Centrafrique dépend totalement de la Russie. Or, la Russie est en train d'orchestrer des coups d'État. Il a fait au Burkina Faso.
La Russie a provoqué le coup d'État au Mali. La Russie a provoqué des coups d'État partout dans les États africains noirs que tu vois. La Russie est derrière. Maintenant. Donc, c'est possible que nous aussi, RDC, nous puissions aussi aller sous pavillon russe. Le danger qui nous guette. Quels seraient les dangers si nous essayons, nous, en RDC, de collaborer avec les Russes? C'est bon. Mais si nous collaborons avec la Russie, le danger serait que l'Amérique, qui collabore avec l'Union européenne, dont la Belgique représente un droit de veto pour les pouvoirs qui est en place. La Belgique s'impose, parce qu'on peut prendre des sanctions contre la République démocratique du Congo, mais la Belgique est le représentant des intérêts de toute la communauté européenne. Donc, il impose son veto pour protéger ces régimes. Maintenant, les dangers seraient quoi? Si ce n'est pas les Occidentaux, n'ayant pas trouvé satisfaction des injonctions qu'ils ont données au président de la République, du gouvernement, du pouvoir en place, peuvent vouloir l'évincer par un coup d'État. C'est les dangers qui nous guettent. Et d'ailleurs, en suivant la déclaration du président à la tribune des Nations Unies, quand il demande à l'Union européenne de reconnaître l'agresseur, de reconnaître que le pays est agressé, ça revient à dire l'Union européenne qui fait pression sur le pouvoir en place dans sa recherche du deuxième mandat, il l'oblige à accepter certaines injonctions que s'il n'accepte pas, eh bien, la guerre de la procuration ne s'arrêtera pas avec l'Ouganda et le Rwanda. Comprenez que tous les 9 frontières ne sont pas des États amicaux. Ce sont des États qui cherchent eux aussi à se développer au prix de la trahison de notre pays. Et c'est une politique qui est déjà utilisée plusieurs fois avec la Côte d'Ivoire. Vous verrez d'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire, depuis 2019, 2020, la publication sur le premier pays producteur de matières premières, le Rwanda s'est retrouvé premier pays producteur du coltan. Donc, quand l'Occident nous fait la guerre par nos voisins, le pays voisin en profite pour son développement. C'est une guerre normale, ça arrive. Donc, je voudrais dire aussi aujourd'hui que le danger que nous courons, c'est que le BRICS et les Occidentaux sont en train de co-gérer la RDC. La Chine à travers le financement des compagnies minières, mais les Occidentaux à travers les investissements qu'ils ont fait pour la création du Congo en tant que zone économique pour les satisfaire. Cette lutte a des conséquences. Premièrement, comment on peut faire? Comment la RDC peut-elle se débarrasser? Nous allons nous en sortir, mais si la RDC ne répond pas favorablement, je ne connais pas les injonctions données par les communautés internationales, les pressions qu'ils font, mais notamment il y aura une pénurie dans les jours à venir, ça pourra revenir. Ils peuvent encore profiter parce que je vois parmi les 2 grandes décisions que l'Union européenne vient de prendre, notamment en février et au mois de décembre. En février, ils veulent arrêter l'utilisation de pétrole et de gasoil. Ça, c'est pour bloquer la Russie. Mais si aujourd'hui, l'Union européenne arrête au mois de février l'utilisation de l'essence et du gasoil, est-ce que les pays africains sont préparés? Nous n'avons pas des infrastructures de transformation. C'est d'où le problème des saucires dont on parle chaque jour à la télévision. Alors, je continue à dire encore, voilà un problème qui risque de tomber sur la tête de M. Didier Boudimbo. Le pauvre. Nous ne sommes pas épargnés de la crise de pétrole. On ne peut pas être épargné, pourquoi? Parce que l'Europe est frappée. Maintenant, il y a la Suisse qui vend le pétrole non raffiné aussi. Mais le pétrole non raffiné rempli en benzène et en soufre. Donc, il faut que cela soit raffiné. Or, nous exploitons déjà, nous ne sommes pas seuls. Parce que les gens veulent dire qu'il n'y a que la République démocratique du Congo qui a acheté une mauvaise qualité de pétrole. Non, il y a plus de 5 pays africains qui ont été approvisionnés par la Suisse. Mais le danger avec cela, si ce n'est pas raffiné, à long terme, il y aura des problèmes sur le plan santé parce que le benzène et le soufre facilitent l'évaporation. Et cette évaporation, à la longue, peut produire une certaine mortalité infantile élevée dans le pays. Donc, c'est autant pour dire, ils peuvent exploiter le pétrole pour bloquer l'Afrique. Si nous voulons exploiter nos blocs pétroliers, ils vont nous donner des injonctions et ils risquent de nous faire une nouvelle guerre sous une forme inflationniste
Parce qu'ils disposent de plusieurs méthodes. Parmi les méthodes dangereuses, ils utilisent la laïcité de la RDC. Ils peuvent utiliser leurs représentants des églises ici. Nous avons des églises qui dépendent des injonctions du Vatican. Hein. D'un bon matin, ils peuvent se lever, ils s'opposent au gouvernement central. Vous ne comprenez pas, l'injonction vient de l'extérieur. Donc la laïcité est un danger. Deuxième fait, la pluralité des partis politiques. Tous les opposants que vous voyez, ils sont chouchoutés, sollicités, matin, midi, soir, à la veille de 2023, pour les préparer à postuler dans les élections de 2023 à une seule condition. Acceptez-vous de reviser le code minier pour que l'Europe puisse retrouver sa garantie. Ils vont utiliser qui? La population. Et enfin, les banques. Nous n'avons aucune banque congolaise. Toutes les banques. Aucune banque. Aucune Toutes banque. les banques S'il y en a une ou deux, avec toute humilité, mais bien aimé, je ne connais pas tout. Je pense que toutes les banques qui fonctionnent en République démocratique du Congo sont des banques étrangères. Donc le Congo est sur une situation qu'on appellerait une situation d'appartenance aux instruments de colonisation occidentale. Parce que si aujourd'hui on veut faire basculer l'argent, le pouvoir d'achat des peuples congolais, si on veut faire basculer même le fameux budget dont on parle de 11 milliards ou de 14 milliards, mais ce sont des recettes qu'il faut mobiliser en comptant bien sûr sur la communauté occidentale. Et s'ils disaient non, comment on va s'en sortir? Donc je pense que la solution est double. Mais la solution spirituelle. Bon, d'abord sur le plan politique, hein, il faut que nous fassions des conférences d'avenir. On ne peut pas garder cette connaissance pour nous-mêmes. Conférence d'avenir. D'avenir. Sous la RDC. Sur la RDC. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix. Je te dis, pour Nagana, on ne lâchera pas ça. Par les Occidentaux. Ils ne lâcheront pas. Parce qu'ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda. Maintenant, la solution politique, j'entends, bon, je salue tout la nouvelle élite, hein, parce qu'il faut dire qu'il y a comme une nouvelle génération de co-débatteurs des émissions, par exemple dans l'émission de Bossembe, que je salue, qui fait de très belles prestations. Grande tribune. Grande tribune, des gens qui disent que nous ne pouvons pas négocier avec le Rwanda. Il faut faire la guerre. L'Ouganda, il faut faire la guerre. Ben moi, je leur pose la question, le pays est sous embargo. Nous allons faire la guerre avec quelle technique? Quel armement? Vous n'avez pas suivi le représentant des Nations Unies, je ne sais pas si c'est le secrétaire, qui a déclaré que les M23 détiennent un armement lourd. Ils ont eu cet armement d'où? Posez la question aux colonels, posez la question aux capitaines, aux généraux qui sont à la guerre à Bunagana. Moi, je suis de l'église. Vous voulez que les gens finissent là-bas. Vous voulez que nos généraux finissent là-bas. Et vous voulez que les colonels finissent là-bas. Mais il y a une très forte infiltration dans notre armée. Une très forte. Organisée par la communauté internationale. Pour les intérêts. Vous pensez que Bunagana est en train de partir parce que nous manquons une armée? Non. Il y a des enjeux économico-politiques, mon frère. Et il faut arriver à un moment donné, nous devons arrêter ces bandes de sang. Mais moi, je pense que collaborer avec le Rwanda et l'Ouganda, c'est une collaboration qui doit être indirecte. Une négociation indirecte. Parce qu'il y a des éléments d'extranéité qui existent dans notre nation. Par exemple, des choses telles que les accords de l'Émirat. Il faut qu'on explique. N'ayez pas peur de la population. Moi, j'ai un exemple dans la Bible où Jacob a reconnu sa faiblesse, mais il les a expliqués à ses enfants avant d'engager la guerre aux Philistins. Une solution est devenue effective dans la nation que lorsque la population comprend les enjeux et il se mêle. Je pense que nous devons rentrer, c'est mon avis, sur la table de négociation. Avec le Rwanda? Non. Indirectement. Avec le Rwanda et l'Ouganda. Mais directement avec la communauté de puissance. Parce qu'ils nous imposent la guerre. D'ailleurs, il y a une prophétie que je déclarais en 2021, au mois de février ou mars, je ne me rappelle pas, c'est toujours sur YouTube, où j'annonçais que je voyais une guerre. À Kwamout. À Kwamout, au Bas-Congo. Je l'ai dit, vous pouvez le diffuser. On va prendre cette L'Éternel m'a inspiré et j'ai annoncé. Mais les autorités politiques n'ont pas pris des dispositions. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, que l'homme ecclésiastique congolais n'a pas de valeur au Congo. À cause des proliférations des églises, des bêtises des pasteurs, manipulés sur la place publique. En fait, on est à la fin. Pour finir, comment voyez-vous l'avenir? La solution est spirituelle. Comment voyez-vous l'avenir? Je vois l'avenir que Dieu peut donner de la valeur à l'église. À l'État. À l'église et à l'État. À l'église. Parce que les États comportent en son sein des églises qu'on appelle les maisons de la montagne de l'Éternel. C'est biblique.
Dans 2 Timothée 3, 2 Timothée 4, je conclus, la Bible dit, l'Esprit dit expressement que vers le dernier jour, il y aura des temps difficiles. C'est ce que nous vivons. Alors maintenant, Ésaïe 2:1 dit, il adviendra dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel se levera au sommet de toutes les montagnes par-dessus les collines. Toutes les nations y afflueront et ils diront, allons à la montagne de l'Éternel. Ça veut dire que Michée aussi l'a prophétisé dans le 4e chapitre. Mais qu'est-ce qui veut dire cela? Dieu veut redonner la valeur à l'Église, mais en utilisant des témoins de l'Église. Des guides spirituels en conclusion, selon les modèles de l'Afrique du Sud, par exemple. En 30 secondes, je voudrais vous dire que la situation de l'apartheid en Afrique du Sud n'a pas trouvé de solution politique. Frédéric de Klerk défendait les intérêts des Européens, des Blancs. Mandela défendait les intérêts des peuples zoulous et autres d'Afrique du Sud. Il a fallu, pour des raisons de vérité, qu'il y ait un mouvement qu'on appelle la transparence et la correction des fautes commises. Cela a suscité que du côté de Frédéric de Klerk, que l'on trouve un homme qui était guide spirituel, qui marchait avec la vérité, c'est le pasteur Kassudi. Du côté de Nelson Mandela, on a cherché un pasteur qui était capable de dire la vérité sans défendre tous les intérêts des Zoulous. Il s'appelait Desmond Tutu. Les deux ont tenu une réunion sensible sur l'avenir et ont montré aux Sud-Africains. Donc, le pasteur sud-africain est allé dire aux Sud-Africains Zoulous, vous devez accepter de pardonner les Blancs. Mais Kassidi est allé dire aux Blancs, vous devez abolir l'apartheid et réparer les erreurs commises. C'est comme ça que dans ces pays, nous avons ces deux tendances qui représentent les deux blocs. Le parti au pouvoir soutenu par les Occidentaux, mais le régime passé qui a toujours sa puissance en RDC, soutenu par le BRICS. Nous avons besoin de pasteurs, organisons des conférences pour l'avenir. Le moindre de tous, je le suis. Et comprenez que j'essaie de mettre au service de mon peuple le peu que je connais. Si vous avez trouvé des insuffisances, veuillez nous aider. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ce ne sera pas la dernière fois qu'on vous reçoit ici. Je crois que la dernière fois, elle ne sera jamais parce que le pays aura toujours besoin de réflexion pour sortir le pays dans l'état du chaos, car les dangers profinent à l'horizon. Nous risquons de ne pas avoir des élections. Mesdames et messieurs, c'était le prophète Roger Baka avec c'était l'actualité en tout cas, décryptée de façon spirituelle et scientifique. Vous comprendrez que la guerre de l'Est, ce n'est pas une difficulté du gouvernement congolais, comme il a dit. Les problèmes sont beaucoup plus profonds, selon les explications que vous venez de suivre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez aimé ce numéro spécial. Le prophète Roger Baka est là pour vous. Vous avez besoin d'entrer en contact avec lui. Vous pouvez passer par nous. Nous pourrons vous guider vers lui, vers son école, son université. Exact. Il enseigne, il donne des enseignements spirituels, universitaires pour ouvrir l'esprit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci.